bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une distinction clé en droit des contrats. Oui, et tout à fait. La différence fondamentale entre les contrats unilatéraux et bilatéraux. C'est ça. Les documents qu'on a étudiés, ils décortiquent bien ces concepts. La formation, les effets. Exactement. Et notre mission, c'est de rendre ça plus clair, parce que ça peut sembler un peu abstrait parfois. Absolument. Et c'est crucial cette clarté parce que ça touche vraiment au cœur de l'engagement. Alors, pour commencer simple, le contrat bilatéral, Oui, qu'on appelle aussi synalagmatique, c'est un échange de promesses, tout simplement. d'accord. Pensez à une vente classique. Je promets de vendre, vous promettez de payer, hop, dès cet échange, on est liés. Obligation réciproque. Promesse contre promesse. Engagement mutuel immédiat. Compris. Mais alors, l'unilatéral, c'est une autre histoire, j'imagine. Ah oui, c'est une dynamique différente. Le contrat unilatéral, c'est une seule personne, l'offrant, qui fait une promesse. Une seule. Oui. Et cette promesse, elle n'attend pas une autre promesse en retour, mais un acte, une action concrète de l'autre partie. Ah, l'exemple classique, c'est la récompense, c'est ça. Genre, je donne 100 € si vous retrouvez mon chat. Exactement ça. L'offrant, celui qui promet les 100 euros, il est lié par sa promesse dès qu'il la formule publiquement. Mais personne, absolument personne, n'a l'obligation de chercher ce chat. C'est là que c'est complexe. L'obligation est d'un seul côté, au départ. Et l'acceptation, alors, comment ça se passe? C'est l'action elle-même qui vaut acceptation. Ah, d'accord. Si quelqu'un trouve le chat et qu'il le ramène en sachant qu'il y avait une offre de récompense, alors là, le contrat est formé. Précisément, la récompense est due. Mais attention, un point important soulevé par les sources zen, il faut agir en connaissance de cause, avec l'intention d'accepter l'offre. Donc, si je trouve le chat par hasard, sans savoir pour l'offre, je n'ai droit à rien. C'est ça, l'intention est clé. Et l'affaire Carlyle contre Carbolic Smokeball Company, elle illustre ça parfaitement, non? Ah oui, l'affaire Carlyle de 1893, elle est fascinante. Une entreprise qui promet par publicité 100 livres à quiconque utiliserait leurs produits et tomberait malade quand même. Et Madame Carlyle a suivi les instructions, elle est tombée malade. Et elle a réclamé l'argent et la cour lui a donné raison. Incroyable. Ce qui est important ici, c'est qu'une simple publicité, normalement une invitation à négocier, a été vue comme une offre ferme, un engagement unilatéral. Ça montre la force d'une promesse claire, même publique. Tout à fait. Autre chose qui m'a marqué dans les sources, l'irrévocabilité. Si je commence à chercher le chat, est-ce que le propriétaire peut retirer son offre juste avant que je le trouve? Question essentielle. La tendance moderne, et c'est ce que disent nos documents, c'est que l'offre devient irrévocable dès que l'autre partie a commencé l'exécution. Commencer, pas juste préparer. Non, pas la simple préparation, mais le début effectif de l'acte demandé. Si vous commencez activement la recherche, par exemple. D'accord. L'idée, c'est d'être juste. La personne a investi du temps, de l'effort. Ce serait pas équitable de tout annuler au dernier moment. C'est une protection logique pour celui qui agit. Ok, revenons au bilatéral. Là, l'acceptation, elle doit être communiquée, c'est bien ça? Oui, exactement. Contrairement à l'unilatéral où l'action suffit, ici, il faut que l'acceptation soit notifiée à l'offrant. Comment? Les sources, notamment américaines avec l'UCC, montrent une certaine souplesse. Ça peut être par n'importe quel moyen raisonnable. Par exemple. Une réponse orale, un email, bien sûr, mais aussi parfois une action qui implique clairement l'acceptation, comme expédier la marchandise commandée. Et même le silence dans certains cas. Oui, mais c'est très encadré. S'il y a une habitude entre les parties, par exemple. D'accord. Et au-delà de cette différence unibilatérale, il y a des éléments de base pour tout contrat valide, non? Les sources les rappellent. Oui, absolument. Il faut toujours un accord, une offre claire, une acceptation sans vice, sans pression. Erreur, dol, violence, les classiques. C'est ça. Et il faut la considération, ce terme un peu technique. La contrepartie, en quelque sorte. Voilà, quelque chose qui a une valeur juridique doit être échangé. Pas forcément de l'argent. Chaque partie doit donner ou promettre quelque chose, ou même renoncer à un droit. Comme dans l'affaire Hammer contre Sidway, le neveu qui arrête de boire et fumer. Précisément, renoncer à son droit légal de boire ou fumer, ça a été jugé comme une considération suffisante pour valider la promesse de l'oncle. Fascinant. Et il faut aussi l'intention de se lier, la capacité juridique. Oui, être majeur, sain d'esprit. Et bien sûr, l'objet du contrat doit être légal. On ne peut pas faire un contrat pour quelque chose d'illégal. Évidemment. Les sources mentionnent aussi vite fait les contrats nuls, annulables, inopposables. Oui, des nuances importantes. Nul, c'est comme s'il n'avait jamais existé.
Annulable, il est valide, mais une partie peut demander son annulation. Inopposable, il est valide entre les parties, mais pas vis-à-vis des tiers. Ce sont des distinctions qui ont des conséquences pratiques énormes, j'imagine. Très importante. Oui, pour savoir si on peut forcer l'exécution du contrat et qui peut le faire. Bon, alors, si on résume pour être bien clair, bilatéral Promesse contre promesse, engagement des deux côtés dès le départ. et unilatéral, Promesse contre acte, l'engagement de l'offrant se solidifie quand l'autre partie agit. c'est limpide. Et ça soulève une question, peut-être pour une autre fois ou juste pour réfléchir. Oui, Avec le numérique aujourd'hui, un acte, ça peut être un simple clic sur «J'accepte» ou lancer un téléchargement après une offre en ligne. intéressant. Comment est-ce que cette nature, disons, dématérialisée de l'exécution change la donne pour ces contrats unilatéraux? Pour la preuve, pour l'irrévocabilité même. C'est une excellente piste de réflexion pour conclure. Voilà qui termine notre exploration approfondie des sources sur ce sujet.